Добро пожаловать в мой канал. Le père de François Chérèque et ancien ministre de Michel Rocard est mort à l'âge de 89 ans. Le Monde 24, 12-2017 à 16h36 mis à jour le 24-12-2017 à 18h25 par Michel Noblecourt. Jacques Chérèque, un homme remarquable et un syndicaliste authentique, nous a quittés. La CFDT est une nouvelle fois en deuil en 2017, a tweeté son secrétaire général, Laurent Berger, faisant référence au récent décès de François Chérèque, le fils de Jacques. La CFDT, dans un communiqué, a salué la mémoire d'un « grand militant ». Les moustaches en bataille, un coup de pilier de rugby, le verbe haut, le parler cru et sans langue de bois, celui qu'on appelait affectueusement dans son syndicat, le gros, était un bloc de générosité gouailleuse et tempétueuse. De son mariage avec Elisabeth Colson, il a eu 5 fils, dont l'un, François, fut secrétaire général de la CFDT 20 2012, ce qui était pour lui un motif de fierté. La mort de ce dernier, en janvier 2017, l'avait très douloureusement affecté. Il va là où on a les moyens d'agir. Né le 9 septembre 1928 à Dijon, Côte d'Or, fils d'une aide-soignante veuve, Jacques Chérèque quitte la Bourgogne à l'âge de 8 ans pour rejoindre un oncle comptable à l'hôpital de Nancy. À 14 ans, il entre chez les Scouts de France qu'il ne quittera qu'en 1956, avec la responsabilité de commissaire chargé de la formation des jeunes. Après ses études secondaires, et son service militaire effectué dans les parachutistes en Algérie puis à Bayonne, il est embauché comme ouvrier spécialisé, en décembre 1949, aux aciéries de Pompey-Meurthe-Moselle, où furent forgés les fers de la Tour Eiffel. Grâce à la formation permanente, il devient contremaître puis agent de maîtrise en 1953. Il prend sa carte à la CGC qu'il quittera 6 ans plus tard, la jugeant trop corporatiste. En 1962, sa direction l'envoie en mission dans une usine d'aciers spéciaux à Victoria, dans l'Espagne franquiste. À son retour, il est nommé chef de fabrication, graisse de bureau, selon la formule d'un fondeur allemand. Le voilà propulsé pour être ingénieur. Mais il tourne kazakh et s'engage dans le syndicalisme, là où on a les moyens d'agir. Un prolo chrétien sait sa rencontre, en 1959, avec René Carême, secrétaire de l'Union départementale CFTC de Meurthe-Moselle, qui lui fait sauter le pas. Jacques Chérèque implante le syndicat. En 1960, la CFTC rafle la majorité des sièges et il est désigné au comité central d'entreprise et au conseil d'administration des aciéries de Pompey. En 1965, il est détaché comme permanent au syndicat CFDT de la sidérurgie lorraine dont il était devenu président. En 1968, il est élu secrétaire général adjoint de la Fédération de la métallurgie. Il vit les événements de mai 1968 comme une fête où le monde en grève, la fiesta partout, la grande euphorie démocratique. Les métallos sont considérés comme des héros par les étudiants et les gauchistes. Jacques Chérèque n'a rien d'un gauchiste. C'est un prolo chrétien qui s'engage avec son épouse dans Vie Nouvelle puis à l'Action catholique ouvrière. En mai 1970, il entre dans le sein des 5 confédérales, le Bureau national, et il est élu, en mai 1971, à la tête de la Fédération de la métallurgie, responsabilité qu'il exercera jusqu'en 1979. Carré et franc, selon son ami Delors en 1971, Eugène Descamps, le patron de la CFDT, songe à lui pour lui succédeur. Si on pense à moi, racontera Jacques Chérèque dans son livre La rage de Fer-Ballant, 2007, c'est surtout comme quelqu'un qui est susceptible de barrer la route à Edmond Maire. Carré et franc, selon la formule de son ami Jacques Delors, il s'engage dans la grève des LIP, en 1973 et s'amusait à évoquer l'épisode rocambolesque de la restitution des montres vendues illégalement à Antoine Riboud, patron de BSN, intéressé par la reprise de l'entreprise horlogère. Après un passage au PSU, il s'engage en 1974 dans un appel aux forces socialistes politiques et syndicales pour la tenue des assises du socialisme. Vous avez besoin d'une sacrée giclée d'ouvriers qui en soient des vrais, explique-t-il à Gaston Defferre. Il rejoint le PS et se situe dans le sillage de la deuxième gauche de Michel Rocard. S'il a alors conscience d'avoir franchi la ligne jaune, au regard de l'indépendance syndicale, il met en avant la nécessité d'une alternance politique. Les pieds dans la glaise, Jacques Chérèque n'a rien d'un rêveur.
En homme de terrain, il a les pieds dans la glaise. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'il faut être à côté de ses pompes, aimait-il répéter. En 1979, Edmond Merle fait venir à la commission exécutive le gouvernement de la CFDT comme secrétaire général adjoint. Truculent, fort en gueule, amateur de bonne bouffe, colérique à l'occasion, il n'a rien d'un diplomate mais il est chargé du secteur international. Il œuvrera pour l'entrée de la CFDT à la Confédération internationale des syndicats libres. Contesté par les intellectuels et l'aile gauche du syndicat, il est le plus mal élu dans les congrès, il soutient à fond le recentrage, et donc la dépolitisation, de la CFDT. Après avoir défendu l'unité d'action avec la CGT, il s'en fait le procureur. La CGT et le PC conduisent le syndicalisme au suicide, martèle-t-il en septembre 1980. Par son maximalisme, le syndicalisme type CGT fait que les revendications, parce qu'elles ne sont plus crédibles, ne mobilisent plus les travailleurs. Avec Edmond Merle, il est à la fois complice et rival, soupçonné de vouloir prendre sa place. Un militant au cœur gros comme ça, Laurent Fabius tranche le problème. Le 5 mai 1984, Jacques Chirac, qui a siégé au Conseil économique et social de 1974 à 1979, est nommé, non sans remous dans la centrale, préfet délégué de la région Lorraine chargé du redéploiement industriel. L'ancien ouvrier sidérurgiste, qui n'achètera jamais l'uniforme de sa fonction, se met au fourneau avec passion. Il met en œuvre le plan Fabius pour les mines de fer et la sidérurgie et est un des artisans de la Convention générale de protection sociale, un projet sans lequel la rigueur n'a pas de sens, ni l'action politique de perspective. Le 12 mai 1988, Michel Rocard le fait entrer dans son gouvernement comme ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions. C'est un ministre atypique, un canard dans une couvée de poules, dirait-il, qui ne prend pas de gants avec son administration. Il relance la délégation à l'aménagement du territoire mais vit amèrement son renvoi en juin 1991. Pour autant, il ne lâche pas le PS. Conseiller général de Meurthe-Moselle puis conseiller régional de Lorraine, jusqu'en 2004, il se consacre à l'aménagement du territoire et aux mutations industrielles en Europe. Jusqu'au bout, il reste un militant. Au cœur gros comme